Alors, vous connaissez toute cette image de Capenji, comme quoi le pied fonctionne sur trois arches, une arche interne, une arche antérieure et une arche externe. Bon, évidemment, on va recréer toutes ces arches au niveau de la semelle. Et ce qui est important de retenir, c'est que le pied fonctionne un peu comme trois cylindres. Il fait des rotations latéralement, donc aussi bien au niveau des orteils, et les arches vont s'écraser de haut en bas, ce qui fait que le pied va s'allonger durant la locomotion. Pour cette raison, les sportifs ont plutôt intérêt à porter, enfin en tout cas ceux qui ont un pied qui fonctionne normalement, ils ont plutôt intérêt à porter des chaussures qui ont une pointure en plus que leur pointure de base, en statique. Voici une vidéo qui explique ces mouvements. Donc voilà, le pied fonctionne vraiment en rotation. On voit l'arrière qui bouge en rotation. Et on voit l'écrasement des arches. Ce mouvement est important puisqu'à la marche, le pied va attaquer sur le côté, en inversion. Il va s'écraser pour amortir le choc et va repartir à nouveau en inversion en se creusant pour rigidifier le pied donc, et assurer une meilleure propulsion. Alors ce mouvement donc, part de l'arrière du pied, donc, de l'articulation sous-astragalienne, on voit son axe. Cette articulation est la plus importante parce qu'elle va jouer comme un effet charnière au niveau de l'arrière-pied. Et dès que le pied va tourner en rotation interne, automatiquement par effet charnière, le tibia va tourner aussi en rotation interne. Et c'est comme ça qu'on peut avoir une action en chaîne ascendante. Donc si par contre il part en rotation donc, externe, le tibia va tourner en rotation externe. Il va partir en rotation interne, le tibia va tourner en rotation interne. J'ai fait la ligne inverse, c'est l'inverse. Ici c'est le gros orteil, rotation externe du tibia, rotation interne et rotation interne du tibia. Alors sur ce schéma on peut voir la répercussion donc à distance. Si le pied tourne en rotation interne, donc la sous-astragale va vriller en éversion, la jambe va tourner en rotation interne, le fémur va suivre, l'ilia correspondant va se mettre en antéversion. Et on va avoir une action en chaîne montante par la tension sur les ligaments ilio-lombaires, donc en inclinaison et rotation opposée au niveau des vertèbres. C'est ainsi qu'on peut avoir une répercussion en chaîne montante au niveau mécanique. Alors, ici, on va schématiser donc, la mobilité de l'arrière-pied en marchant. Donc, comme je vous l'ai montré juste avant dans le schéma en 3 dimensions, ici on le voit image par image, dans les 3 étapes du pas, les 3 principales étapes. L'attaque talon se fait en inversion, l'arrière-pied va en dehors par rapport à l'axe de la jambe. La phase d'appui, on arrive au milieu du pas, on se retrouve avec un arrière-pied qui part en dedans par rapport à l'axe de la jambe, et à la fin du pas, on a une propulsion qui se refait à nouveau en inversion et repart en dehors donc, de l'axe de la jambe. On a des rotations, donc attaque en inversion, éversion jusqu'au milieu du pas, et puis de nouveau, propulsion en inversion, le pied se rigidifie en fin de phase du pas. C'est assez important, donc si on filme la marche, ici bon, c'est avec le logiciel Podia XP, on met des capteurs, c'est des petites pastilles, des gommettes simplement qui vont être recherchées par le logiciel et qui vont nous permettre d'avoir les amplitudes donc, de l'arrière-pied. Sur le graphique, ici on a l'axe de 0 degré, le mouvement d'inversion au-dessus, le mouvement d'éversion en dessous, et on voit en vert qu'on a une courbe en U. Ça c'est une marche donc qui est considérée comme physiologique. Donc on a le début, le milieu et la fin de phase du pas. Alors ici c'est un timing qu'on considère anormal. Ce pied est quand même bien déformé en éversion. Il faut savoir quand même que 80% de la population se retrouve dans un cas similaire. L'attaque talon va être en éversion, c'est-à-dire que l'arrière-pied va partir en dedans par rapport à l'axe de la jambe, donc, alors que normalement il devrait être en dehors, en inversion. Il va rester en dedans, au milieu du pas, mais excessivement, et en fin de pas, il reste en éversion, on l'appelle tardive, c'est-à-dire qu'il prolonge donc son déroulé jusqu'à la phase de propulsion en éversion.
Donc on voit début, milieu et fin de pas. Alors au niveau du graphique, on peut constater que ici l'attaque talon se fait vraiment en éversion, en négatif, et elle chute brutalement. Je veux dire que là on a une insuffisance nette du jambier postérieur. Ce muscle n'arrive pas à freiner la chute du talon. Et la remontée est quasiment nulle, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout de verrouillage possible au médio-pied, et l'arrière-pied reste en éversion, donc c'est une marche qui est très peu, enfin pas du tout même économique, et très fatigante. Alors là je vais vous parler un peu de la tension longueur. Bon, bien connu en kinésithérapie, mais cette tension longueur, pour moi, est très importante au niveau musculaire, à savoir que dans un muscle, on a deux composantes qui permettent d'avoir une tension totale, c'est-à-dire qu'on a une tension passive et une tension active. La tension passive, c'est plutôt la tension de l'élastique, c'est-à-dire que le muscle est composé, on peut dire qu'il est considéré comme étant un élastique, il a une tension d'étirement avec un rappel, et il a une tension active qui est liée à sa contraction. Pour être simple, il suffit d'expliquer par exemple une tension d'un muscle psoas-iliaque. Si ce muscle est mis en tension lorsque l'on marche et que la jambe est en arrière, tout simplement, je vais vous montrer peut-être comme ceci, si la jambe est en arrière, on a un étirement de ce psoas-iliaque. Donc l'élastique est tendu, et au début du mouvement, c'est-à-dire au moment où on va lever le talon du sol, eh bien le psoas-iliaque va, par sa tension passive, donc va se raccourcir, et la jambe va être lancée en avant. Après, une fois que c'est lancé, il n'y a plus qu'à suivre le mouvement et à faire assurer cette contraction pour faire passer la jambe en avant. Donc c'est-à-dire c'est un peu comme un cycliste qui est en pleine côte, au Tour de France on imagine, eh bien il est beaucoup plus difficile pour lui de démarrer à l'arrêt, alors que si on vient le pousser, tout simplement, on l'aide à lancer un mouvement et ça va faciliter, ça va lui faciliter la suite. Eh bien, le corps humain fonctionne beaucoup par phénomène de rotation, tout simplement pour utiliser cette courbe tension-longueur et donc surtout cette tension passive. À titre d'exemple, donc voici une marche normale. Donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, une attaque talon en inversion, un médio-pied en éversion, une phase d'appui en inversion et une phase de propulsion à nouveau en inversion. Et si on regarde les muscles, on peut constater que le long péronnier, donc ici à gauche, est mis en tension, l'élastique est étiré très fortement, alors que ici le jambier postérieur est raccourci. Mais le fait que le long péronnier donc est étiré, ça va favoriser ce mouvement de lancement vers l'intérieur, ce mouvement d'éversion. Ensuite, le schéma s'inverse. Une fois qu'on passe en éversion, c'est le jambier postérieur qui est mis en tension. Et cet élastique donc va être tendu de manière à pouvoir relancer le mouvement d'inversion en phase de propulsion. Donc, et voici à la fin du pas, de nouveau cette composante d'inversion au niveau des tendances musculaires. Donc, si on regarde bien la fonction musculaire, on voit qu'elle s'alterne à chaque pas et qu'on joue vraiment sur les élastiques musculaires de la jambe. Et là, donc, c'est ce qui assure une marche tout à fait économique. Ici, on a une marche plutôt pathologique. On voit que le pied est en éversion du début jusqu'à la fin du pas. Mais quand on regarde la fonction musculaire, on peut constater que les muscles sont toujours dans la même tension du début jusqu'à la fin. On a une surcharge du muscle jambier postérieur, mais il va rester comme ça du début jusqu'à la fin et on ne va jamais utiliser sa composante d'élasticité. Ce qui veut dire que cette marche est très fatigante. Pour arriver à développer une marche normale, il faut dépenser beaucoup plus d'énergie ici que chez une personne qui fait un déroulement totalement physiologique. Alors, il est à savoir que si on y met une semaine, l'intérêt c'est justement d'obliger le pied à refaire ses rotations, et la semaine kinépodique va organiser les rotations de manière à ce que la marche soit plus écoulée, c'est-à-dire qu'elle soit plus adaptée à utiliser cette courbe tension-longueur de manière à lancer un mouvement pour que la musculature est plus facile à faire la suite. Au niveau de la mécanique des chocs, si on prend deux moments linéaires identiques,
on va dire ici donc en orange, un premier moment linéaire et en mauve en second. Ils sont identiques, mis à part qu'on peut constater une différence ici dans la longueur et la hauteur. Tout simplement qu'on constate que si on augmente le temps, on peut diminuer la force d'impact. Et à l'inverse, si le temps est diminué, on augmente la force d'impact. Donc c'est un peu comme si on prenait un cascadeur qui saute au-dessus du dernier étage d'un immeuble. Si on y met plein de cartons au sol, la chute, donc lors de sa chute, ça va être freiné et on va augmenter son temps d'impact. Si on augmente son temps d'impact, on diminue automatiquement la force d'impact. Donc il va sortir indemne de cette chute. Par contre, si on retire tous les cartons et qu'on lui demande de sauter, là l'impact va être très violent. On a diminué le temps d'impact et là on se retrouve avec une force qui va être très forte et là bon, il se retrouve écrasé comme une crêpe. Un peu à l'image ici de ce footballeur qui prend la balle dans la tête. Imaginez que la balle soit comme une pierre, très dure. Et bien là, on se retrouverait avec un temps d'impact très court, donc une force très violente. Heureusement, le ballon là peut se déformer, ce qui fait qu'on absorbe le choc. Eh bien, la semelle kinépodique va agir de la même sorte, l'objectif étant de faire en sorte que le pied soit freiné dans son arrivée au sol, parce que la semelle est comme un amortisseur, elle est rigide mais élastique, elle va freiner l'arrivée du pied au sol, de manière à augmenter son temps d'impact, et donc automatiquement diminuer la force d'impact au sol. Alors ici on a une courbe physiologique de Gatland, donc d'appui au sol. On voit le pied doit attaquer en externe et pour après revenir vers le gros orteil. Évidemment avec un axe de l'arrière-pied en position neutre de départ. Alors au niveau de la course, il faut savoir que lors d'un effort important en course à pied, la force de réaction au sol peut être augmentée jusqu'à 3 fois le poids du corps. Ce qui veut dire que le choc est 3 fois plus important avec l'inertie du mouvement, donc le choc au sol est beaucoup plus important. Contrairement à la marche où on a entre 70 et 80%, eh bien à la course à pied, on se retrouve entre 275 et 300%. Donc là, le rôle d'une semelle peut être intéressant puisque ça va permettre de diminuer les contraintes au choc. De même que le temps d'appui au sol est diminué. À la course, il peut diminuer à 0,2 secondes alors qu'à la marche, il est en moyenne à 0,6 secondes. Ce qui veut dire que tout va aller 3 fois plus vite et la fonction musculaire doit agir de la même manière qu'à la marche, mais 3 fois plus vite et avec une contrainte beaucoup plus importante. Donc c'est de là qu'on a un intérêt à porter une semelle kinépodique qui va aider la musculature à s'organiser et qui va absorber les chocs et restituer l'énergie en phase de propulsion. Il faut savoir quand même qu'à cause de ces deux points principaux, les blessures sont plus courantes chez les sportifs.